Eh bien, c'est le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Clash of Champions 2016. C'est parti. Alors, Clash of Champions 2016, bien sûr, qui était réservé exclusivement au roster principal de Monday Night Raw, hein, bien sûr, on s'en souvient. On va commencer tout de suite parce qu'on sait que moi je fais souvent du long. Euh, je tiens à noter que, en fait, maintenant, le pré-show, je vais le noter, mais il y a certains critères. Pour que je le note, le pré-show, il faut en fait que ce soit important. Donc, par exemple, j'ai noté un début, comme par exemple Nia Jax, un pay-per-view, un début tout court, ou même un début, un pay-per-view comme Nia Jax. Un retour, donc, si par exemple les Dudley Boys font leur retour et pas leur premier match c'est un pay-per-view, bah, j'y note. Et tu pars aussi pour un titre, parce que bah, quelquefois on a bien vu qu'en pré-show il y avait des matchs pour un titre. Du moins un match pour un titre, hein. Pas non plus exagéré. Donc là, j'ai noté le pré-show qui était Nia Jax contre Alicia Fox. Donc c'était le début de Nia Jax en pay-per-view dans le roster principal. Alors j'ai noté assez bon match. Il montre l'image de Nia Jax comme pour le Big Show. Donc par exemple, voilà, qui c'est très dur de la mettre au sol. Il faut des dropkicks, etc. Un crossbody pour la mettre au sol. Voilà, elle se soulève à 1, etc. Et que voilà, si tu la fais chier comme le Big Show, bah ça va chier. Tu vas passer un très mauvais quart d'heure. Voilà. J'ai noté un 7 sur 10, c'était un assez bon match. Et le début de Nia Jax peut être un peu indulgent en pay-per-view. Voilà, mais large domination de Nia Jax, ils montrent bien l'image de dominatrice qu'elle a. Et c'est très bien, donc 7 sur 10. Ensuite, le premier match c'était le match pour les titres par équipe. Pour moi, qui était le plus décevant, un des matchs les plus décevants du match. Un des matchs les plus décevants du pay-per-view. Voilà, au début, large domination du club et ensuite les New Day reprennent l'avantage. J'étais assez déçu du match, j'attendais vraiment beaucoup plus. Ou encore, au début, quand ils ont mené, ils auraient pu gagner, comme ça aurait fait une victoire en 30 secondes d'un règne de 400 jours, ce qui aurait été pas mal du tout. Ce qui aurait été vraiment pas mal, comme ça aurait vraiment détruit, même si ça aurait été pas du tout crédible pour les champions. Donc ensuite, voilà, ils reprennent l'avantage et les New Day qui gagnent à cause, je peux pas dire grâce, à cause de l'intervention de Xavier Woods. Donc un coup fourré de Xavier Woods, un coup de trompette là, de trombone dans la face de Karl Anderson et voilà, c'est terminé. Et les New Day conservent. En plus, ce match c'est très court, je crois qu'il a duré à peine une dizaine de minutes. Alors que le point positif c'est bien parce que je crois que tous les matchs du pay-per-view, à part celui-là, ont duré plus de 10 minutes. Mais celui-là justement c'est celui qui a duré le moins de 10 minutes, il était vraiment nul. Pour moi vraiment ce match a été nul, voilà. En plus, les New Day sont face, ils gagnent par triche. C'est un peu de la triche quand même, comme avec Maryse ou Nana, donc ils gagnent par triche, donc c'est vraiment nul. Et donc j'ai noté 7,5 sur 10. Franchement, j'étais indulgent, sachant que je voulais voir les New Day perdre leur titre. Et voilà, ils gagnent quoi. Donc là, apparemment, à Monday Night Raw, donc au moment où je parle, on est le 27 septembre. À Monday Night Raw, apparemment, il y a eu un match pour le titre par équipe que je n'ai toujours pas vu. Donc peut-être que les clubs ont gagné, mais ça voudrait dire qu'ils ont attendu 400 jours, parce que dimanche ils étaient à 399 jours. Ils ont attendu 400 jours pour ensuite se faire un perdre, ce qui aurait été très idiot, on est d'accord. Voilà, donc 7,5 sur 10. Ensuite, on va passer au second match, je ne sais pas si c'était le second match, on s'en fout, entre T.J. Perkins et Brian Kendrick. Vous savez, je suis très très content de voir les Crazy Weights arriver, le roster du Crazy Weight arrivé. Je suis très très content de revoir Brian Kendrick aussi. C'est un gars que j'appréciais beaucoup auparavant quand il était champion par équipe avec Paul London. Donc putain, ça date, Paul London et Brian Kendrick, qu'est-ce que ça date? Ça date vraiment. Je crois qu'ils avaient aussi battu un record de longévité niveau champion tag team, je crois. Voilà, alors c'est un très beau match, beaucoup de prises de risques, on va pas se le cacher, c'était magnifique. Ce sont deux catcheurs très talentueux, ça c'est vrai. Brian Kendrick, j'adore Brian Kendrick, en fait j'adore sa gimmick, j'adore comment il catch, j'adore comment il lutte, comment il a son regard aussi, j'aime bien comment il regarde ton adversaire au début, à la fin du match. Il le regarde genre ouais c'est ça, t'as peut-être gagné mais la prochaine fois je vais te défoncer ta race. C'est un peu ça. Voilà, le mouvement que je retiens c'est au moment où Perkins a fait un Hurricane Rana et qui sont passés par-dessus la troisième corde les deux. Donc du haut de la troisième corde, TJ Perkins a fait un Hurricane Rana, c'était vraiment très très beau. J'adore ce TJ Perkins et Brian Kendrick. Franchement, les membres du roster Crazy Weight sont juste impressionnants.
ils sont impressionnants, si c'est même pas plus les plus impressionnants et les catcheurs les plus talentueux actuellement à la WWE. Ils sont hyper talentueux, j'adore le panel de prise, j'adore tout ce qu'il fait, TJ Perkins, j'adore aussi le panel de prise de Brian Kendrick. Le knee bar, hein, c'est la prise de soumission de TJ Perkins. Hein, voilà, pas de mauvaise référence, mais je l'aime bien. Hein, c'est pas à cause de ça que je l'aime bien, mais je l'aime bien. J'adore le panel de prise de TJ Perkins, j'adore le panel de prise de Brian Kendrick. Voilà. Donc le Hurricane Rana que je retiens. Kendrick, bah oui, impressionnant comme d'hab. En fait, Kendrick, je l'aime bien parce que il me fait penser à Norman Reedus. Norman Reedus, c'est en fait le gars dans The Walking Dead. Peut-être que je mettrai une photo, je suis pas sûr. Hein, je pense pas que je mettrai une photo. Mais voilà, ça me fait penser à Norman Reedus pour ceux qui regardent The Walking Dead et pour ceux qui connaissent aussi Closer to God 76 qui aiment bien Norman Reedus. Hein, voilà. Et donc pour ce match, j'ai mis un 8,5 sur 10 parce que c'était un match. En fait, c'était un match pas aussi bon que dans le tournoi Crazy Weight, mais c'était un très beau match, mais c'était pas non plus le meilleur. Voilà, il était bon, mais il était pas très mauvais non plus. Hein. Donc 8,5 sur 10 pour ce match. Ensuite, on va passer au troisième match. Impressionnant que je l'attendais pas du tout. Je pense que personne ne l'attendait, mais il a surpris beaucoup de personnes. Cesaro contre Sheamus pour la finale des 7 Series. Alors là, ils ont vraiment mis le paquet. Ils nous ont vraiment montré, les deux hommes, Cesaro et Sheamus, qu'ils étaient capables de redevenir champion US, champion de la WWE. Donc pour Sheamus, pour Cesaro, il n'a encore jamais été. Ils nous ont vraiment montré le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont tout donné. Vous le savez, j'adore Cesaro. J'apprécie un peu moins Sheamus. J'appréciais avant, mais maintenant ce qu'ils en font, j'aime pas quoi. J'aime pas. En plus, sa musique, c'est très moche. Et son look est stupide, comme n'arrête pas de le répéter l'univers de la WWE. Mais voilà, c'est un très très bon match. Vous savez que j'aime bien les matchs bourrins. Et là, c'était bourrin à souhait. C'était vraiment bourrin, comme le match Roman Reigns contre Rusev. C'était énormément bourrin. Vous savez que j'adore les matchs bourrins. C'est un peu ma spécialité. Bémol, par contre, j'enlève un point, oui, un point énorme pour ça. Le bémol, c'est qu'en fait, ça se termine en no contest. Alors voilà, c'était bourrin, mais en fait, à la fin du match, Cesaro fait passer par-dessus la barrière d'insécurité. J'allais dire Jordan DeLuca, je sais pas pourquoi. Sheamus. Et en fait, voilà, ça se termine en no contest. Alors je me suis dit, voilà, il faut qu'ils fassent gaffe au temps parce que ça fait bientôt longtemps qu'ils sont en dehors du ring. Et là, ils passent par-dessus les barricades. Et c'est là que je me suis dit que c'est bon, ça va se terminer en no contest. Alors c'est un peu bête parce que voilà, c'est un peu la finale des 7 Series. C'est vraiment la fin que j'attendais de moi en fait. C'est la fin que j'attendais de moi. Je me suis dit, victoire de Sheamus, victoire de Cesaro, ou alors un heel turn d'un des deux, ou un face turn d'un des deux. Mais c'est vraiment la fin de match que j'attendais de moi. Alors voilà, c'est un peu logique. Mais un no contest, ça veut dire que la rivalité va continuer encore. J'aimerais bien qu'ils soient un peu utilisés pour autre chose. Cesaro et Sheamus, et la rivalité va encore continuer. Voilà. Le mouvement que je retiens, on est d'accord, c'est le 619 de Cesaro. Inattendu, incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi il a fait un 619. Est-ce que c'était prévu ou pas? Je ne sais pas. Moi en tout cas c'était très impressionnant, moi ça m'a vraiment beaucoup plu de revoir le 619 sur les rings de la WWE. Rey Mysterio il me manque vraiment. Et le move qui m'a fait vraiment peur, c'est quand il a fait un tombé suicidaire Cesaro à l'extérieur de ring et qui s'est blessé. Enfin je sais pas si c'est blessé, mais il est retombé la tête la première violemment et il a nuque la première sur le sol. Donc voilà, il a atterri la tête première et donc tout son poids a atterri sur sa nuque. Et on sait que la nuque c'est un peu primordial pour le catch, pour lutter à la WWE, et c'est un peu aussi une des blessures les plus fréquentes à la WWE. Et ça m'a vraiment surpris quand il a fait ça. J'ai vraiment eu peur qu'il soit vraiment blessé et qu'il ne se soulève pas. Voilà, des gens comme ça, comme Cesaro, c'est un peu des poids lourds, donc faut qu'ils laissent ça aux gars techniques, aux gars un peu plus high flyers comme Dean Ambrose, Kevin Owens, Dean Ambrose, Kofi Kingston ou encore Seth Rollins. Faut qu'ils laissent ça aux personnes adaptées à ce type de rythme de catch. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Voilà, le move que je retiens c'est le 619 à l'arrêt, magnifique, mais j'en avais pas point pour le no contest. Ça fait voilà, donc 9 sur 10 comme j'ai dit. Ensuite on va passer au match Chris Jericho contre Sami Zayn. Alors c'est un des matchs, je l'attendais pas non plus, mais je veux dire c'est de très bons lutteurs. Chris Jericho il a plus rien à prouver. Sami Zayn c'est un des meilleurs lutteurs actuellement à la WWE, c'est un des meilleurs lutteurs. Et puis on a eu un peu, c'était pas mou mais c'était un peu chiant quoi.
voilà, ça m'a pas ennuyé, mais je veux dire, c'était trop basique pour ces deux lutteurs. C'est trop basique pour un match entre ces deux lutteurs qui peut-être ne se renouvellera jamais si la rivalité ne continue pas. Voilà. D'ailleurs, il s'est tellement rien passé dans ce match que le mouvement que je retiens, vous savez que je retiens à chaque fois un mouvement ou deux mouvements dans le match, c'est la prestation de Sami Zayn, donc quand il passe entre les cordes, etc. Le saut suicidaire de Sami Zayn avec Sterling. Voilà, le code breaker à la fin complètement botché, on est d'accord, le gars ne touche même pas à Jericho, donc il touche même pas le sol. Donc vraiment botché, donc je vais revenir à la fin aussi que les botches c'est vraiment le gros bémol de ce pay-per-view. D'ailleurs il y en a eu un aussi dans le pré-show, mais ça on s'en bat les couilles un peu. Voilà. Donc match assez décevant, victoire de Jericho, alors qu'on sait que Jericho est là pour faire monter les jeunes. En parlant de jeunes, voilà, je parle pas de rookie, mais de rookie dans le roster principal, pas de rookie en niveau carrière. Et voilà, défaite de Sami Zayn par un code breaker complètement botché, ce qui était nul. Donc je vais mettre 7,5 sur 10 pour ce match. On va passer tout de suite maintenant au match pour le titre Women's de la WWE de Raw. Un triple threat match entre des Women's, entre Bayley, Charlotte et Sasha Banks. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant, qu'on a depuis la nouvelle ère, des nouvelles stipulations pour les matchs women's. Ça avant, les stipulations c'était pour les matchs masculins. Maintenant c'est pour les matchs women's. On a vu ça en no disqualification, en match soumission quand Charlotte affrontait Natalia. Là c'est une nouvelle stipulation, c'est un match triple threat. Donc, on en a vraiment très rarement des matchs triple threat dans le roster féminin, dans le roster, avec les women's. Ça fait vraiment très longtemps. Si d'ailleurs vous savez c'était quand le dernier match en triple threat pour les women's ou même pour les divas, dites-le moi parce que j'aimerais bien le savoir. Ça date vraiment longtemps, donc j'étais content de voir un triple threat match. Voilà, très content. Les trois se sont donnés à fond. Un petit plus pour Charlotte quand même, un très bon rythme de match, ça s'arrête jamais. Là, il y a toujours un bon rythme. Match assez long. 15 minutes pour un match de Women's, c'est vraiment très très bien. 15 minutes, c'est énorme pour un match de Women's. Et encore une fois, comme à chaque fois je le dis pour les matchs de Women's, mais elle nous montre encore voilà, avec des matchs à 15 minutes, de très grands mouvements, de très grands spots, que voilà, c'est pas parce que c'est des Women's que c'est encore des divas en fait. Voilà, elle prouve encore que ça, enfin, on ne faut plus les appeler des divas, maintenant il faut vraiment les appeler des Women's. Elles sont vraiment une catégorie, elles sont vraiment un cran en dessus, même plus d'un cran en dessus que des divas. C'est pour ça que voilà, ça 15 minutes, c'est vraiment très bien. Les mouvements que je retiens, c'est le Big Boot et le Moonsault de Charlotte. Voilà, ça me dérange pas qu'elle conserve son titre. Et ça me dérange pas non plus les interventions d'Anna Brooke, parce que c'est répétitif certes, mais je sais pas, ça me dérange pas. C'est habituel, hein. Charlotte est une heel. C'est un peu, voilà, avec Ric Flair, c'était un peu une fille à son papa, donc voilà, ça me dérange pas trop. Ce que je trouve très bien dans ce match et avec Charlotte, c'est que la WWE utilise la grandeur de Charlotte, parce qu'on sait que dans le roster de Women's, que ce soit NXT ou dans le roster principal, c'est rare d'avoir des superstars féminines grandes. Voilà, dans le roster là actuellement principal de Women's, on a Nia Jax, Tamina Snuka qui est toujours pas revenue de blessure et Charlotte. Voilà, donc c'est la seule qui peut passer un big boot et c'est très bien qu'ils aient utilisé ça à la fin. En plus, c'est pour la faire gagner. Ils n'ont pas fait gagner avec une soumission, donc c'est très bien qu'ils ont ni fait abandonner Bayley, ni fait abandonner Sasha Banks. Ça c'est bien parce qu'il faut vraiment plus faire abandonner les Women, ça commence vraiment à me casser les couilles. Et encore, ils auraient même pu choisir la simplicité en a besoin de gagner par un natural selection. Et non, ils l'ont fait gagner avec un big boot sur Bayley qui était impressionnant, un big boot d'une puissance inouïe, innée de Charlotte. Et voilà, encore une fois, je trouve ça très bien qu'il utilise sa grandeur pour gagner, parce que c'est pour gagner le big boot. Et voilà, un peu déçu de la presta de Bayley qui, voilà, je pense que les triple threats c'est pas pour elle. Et Sasha Banks c'est bien, elle était un peu nerveuse, elle s'arrêtait pas, elle était un peu tout le temps dans le match par rapport à Charlotte ou Bayley, elle était vraiment un peu tout le temps dans le match, Sasha Banks. Et je trouve ça bien, voilà. C'est grâce à Dana Brooke que Charlotte a gagné, encore une fois ça ne me dérange pas, c'est pour ça que je mets un 8,5 sur 10 pour ce match des Women's. On va passer maintenant à l'avant-dernier match de ce pay-per-view qui opposait Roman Reigns à Rusev pour le titre des États-Unis. Début du match dominé par Rusev, alors voilà, il y a vraiment eu deux matchs dans le match. Premier match, c'était la domination de Rusev totale sur Roman Reigns, sans aide de Lana, etc. Et ensuite, voilà, domination
Roman Reigns qui recommence à dominer, Superman Punch, inspire qui suffit pas, etc. Bien sûr, vu que c'est Roman Reigns, j'aime bien Roman Reigns, vous le savez, j'adore Roman Reigns par rapport à certains. J'adore Roman Reigns, mais voilà, ça a vraiment passé pour un Superman, c'est le seul gars qui arrive à se dégager de l'accolade de Rusev. Voilà, l'accolade, il n'y a même pas Mark Henry qui résiste et tout. Mark Henry qui est quand même un poids lourd et qui n'arrive pas à résister à l'accolade. Et Roman Reigns qui arrive à résister à l'accolade, je trouve ça un peu con, nul, facile. Voilà, parce que oui, il veut me faire passer pour un Superman, mais c'est bête quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bête. Le public à fond, voilà. Et fin trop prévisible, encore une fois, trop prévisible la fin. Parce que ça, voilà, c'est Reigns qui se fait dominer, voilà, il fait un contre, inspire, c'était complètement prévisible. Donc on sait, à la fin, quand le rythme commence à augmenter et que Reigns se fait dominer, on se dit voilà, à un moment, Reigns va contrer soit un coup spécial, soit une prise de son adversaire, il va faire un spire et ça va être terminé. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Fin très décevante parce que c'était prévisible, mais victoire de Roman Reigns, et donc très content parce que Roman Reigns est nouveau champion. Et il va peut-être suivre les pas de John Cena qui avait gagné le titre des États-Unis, ensuite le titre WWE. Lui, Roman Reigns a gagné le titre Tag Team, titre WWE et titre des États-Unis. Faut que j'articule plus, bordel de merde. Voilà. Le match était bourrin, c'était bien. Vous savez que j'aime bien les matchs bourrins, vous le savez. Ce que je trouve nul, c'est qu'en fait, ils essaient de faire passer Rusev voilà, pour la brute bulgare, donc brute, mais il n'arrive pas à gagner sans l'aide de Lana qui, on l'a vu, s'est fait expulser des abords du ring. Voilà, il n'arrive pas à gagner sans l'aide de Lana. C'est vraiment. Je s'accroche pas parce que voilà, Roman Reigns, Rusev c'est un peu la brute bulgare et qu'il n'arrive pas à gagner sans l'aide de sa femme. Je trouve ça nul, mais voilà, comme c'était bourrin, je note ce match à 7,5 sur 10. On va passer maintenant au main event de ce pay-per-view qui opposait Seth Rollins à Kevin Owens. Kevin Owens, le Québécois, là, je sais pas faire du tout l'accent québécois. Donc pour le titre universel de la WWE, on rappelle Kevin Owens qui a le plus long règne en tant que champion universel, 3 semaines, c'est énorme. Finn Balor qui a été qui a été le premier et le seul champion universel, a duré un jour, a fait un jour de règne. Kevin Owens est le seul qui a fait plus d'un jour de règne, donc il a le record du plus long règne en tant que champion universel. Voilà, c'est un peu pour la petite blague comme je fais à chaque fois. Leur match très bon, très technique, des prises de risque, voilà, un bon suspense, un très bon suspense. Hein. Je croyais vraiment que ça allait se terminer après quand il place un pedigree, quand Kevin Owens plaçait une grosse prise. Je croyais vraiment que ça allait terminer à chaque fois. Et non, donc un bon suspense. Il mérite sa place de main event par rapport à certains qui disent non, c'était nul. Pour moi, ce main event mérite sa place en main event. Très bon premier main event pour Kevin Owens, car c'était le premier main event pour Kevin Owens dans le roster principal. Et voilà, très bon, il s'est mis un 10 sur 10 pour ce match parce que voilà, on attendait une intervention, il y a eu une intervention, il y a eu des prises de risque, un bon suspense. Intervention, on attendait une intervention de Triple H et il y a eu l'intervention de Chris Jericho, qui on rappelle est l'ami de 20 ans de Kevin Owens alors qu'ils ne se connaissent que depuis 20 jours. Ça c'est pour ceux qui regardent les commentaires en français de Christophe Edus et Philippe Fioro. Fin de match trop prévisible. On s'attendait quoi, je veux dire. Stephanie McMahon qui amène un nouvel arbitre à la fin parce que l'arbitre a été mis KO à cause de Seth Rollins. Et voilà, Chris Jericho qui en profite pour tabasser Seth Rollins. D'ailleurs, les mouvements que je retiens, c'est quand Seth Rollins fait un tombé suicidaire sur Chris Jericho et un tombé suicidaire sur Kevin Owens à l'extérieur de ring. Et quand aussi Kevin Owens passe à travers la table parce qu'il s'est complètement déchiqueté. Et à un moment, il s'est fait. Je crois qu'il s'est fait mal au côte, peut-être qu'il s'est même cassé une côte, je sais pas, mais je sais pas quand c'était. Et voilà, je retiens aussi le moment où il y a un enchaînement de 5-6 secondes, mais de Denziguri, de super kick, et à la fin c'est Seth Rollins qui met un putain de super kick à Kevin Owens et les deux tombent par terre. Voilà, des chants de This is awesome entendus dans ce match, c'est normal, c'est le main event. Intervention de Chris Jericho prévisible, même si j'attendais de Triple H. À la fin, Stephanie McMahon qui arrive, et bien sûr, quand je dis la fin prévisible, c'est que quand Seth Rollins regarde Stephanie McMahon, bien sûr, il est trop con pour pas voir que Kevin Owens se relève, et voilà, pop-up powerbomb est terminé. Je trouve ça vraiment nul. Déjà, c'est nul parce que, voilà, ils font passer Seth Rollins pour un con
en faisant genre ouais, je vois pas que Kevin Owens se soulève, je surveille même pas alors que je le surveillais tout le temps. Et là, comme par hasard, quand Stephanie McMahon arrive, je ne surveillais pas Kevin Owens, donc il attend de se relever, etc. Et le truc, c'est qu'il gagne avec une seule pop-up powerbomb, alors qu'on sait que voilà, Seth Rollins peut résister à 2 spears, 2 Superman Punch de Roman Reigns et une pop-up powerbomb termine Seth Rollins. Voilà, ça aussi c'est vraiment nul pour moi. Mais j'ai quand même mis un 10 sur 10 parce que c'était un main event, il était vraiment intense avec un bon suspense et un bon risque et des prises de risque. Voilà, j'en ai maintenant terminé. Le bilan du pay-per-view, c'est que, comme je l'ai dit, trop de botches. Dans le pré-show, là il y a eu des botches dans ce match, il y a eu des botches dans le match Roman Reigns-Rusev, il y a eu des botches dans le match des Women's, même dans le match tag team, je crois qu'il y a eu des botches. C'est vraiment le gros bémol, le gros point négatif de ce pay-per-view, c'est beaucoup trop de botches. Alors je sais pas, peut-être qu'ils s'en foutaient, ils étaient fatigués, mais voilà. Mais voilà, c'est pas le pire pay-per-view de l'année, hein, parce que la note finale du pay-per-view se place à 8,1 sur 10. Donc pour l'instant, c'est SmackDown qui est devant Raw, parce que je vous rappelle, Backlash a eu 8,2 sur 10, tandis que Monday Night Raw là, a eu 8,1 sur 10. Alors peut-être que je l'ai dit dans la vidéo analyse de Backlash, je sais plus, mais je vais faire une petite bataille. En gros, je vais faire un classement entre Raw et SmackDown, les pay-per-view Raw et SmackDown. Donc là, pour l'instant, ce mois-ci, c'est SmackDown qui gagne avec 8,2, parce que Raw a 8,1 sur 10. Enfin, le pay-per-view de Raw a 8,1 sur 10. Donc c'est Shane qui gagne contre Stephanie McMahon. Et peut-être aussi, je sais pas, c'est vraiment pas sûr, ça dépend vraiment. Peut-être que quelques fois ou peut-être régulièrement, une fois par mois, une fois à chaque fin de mois, je ferai un débrief des tops de Raw et des flops de Raw et des tops de SmackDown et des flops de SmackDown, un peu comme Closer to God 67, mais moi ce sera pour le mois. Donc en gros, pour tous les SmackDown et pour tout le Raw, je prendrai 2 ou 3 tops pour tous les SmackDown et 2 ou 3 flops pour tous les SmackDown, et pareil pour Raw. Voilà. Mais voilà, c'est Raw qui gagne. Même avec le pré-show, il arrive quand même à devancer WrestleMania 32 et SummerSlam 2016 et Payback 2016 qui, je rappelle, pour moi étaient les meilleurs pay-per-view. Et voilà, il arrive à faire un 8,1 sur 10 même avec le pré-show, hein, ce qui est très très impressionnant. Encore aucune note comme Backlash, aucune note en dessous de 7, ce qui est très important, ce qui est très impressionnant pour le souligner quand même. Même WrestleMania 32 et je crois, je sais plus pour Payback, a eu des notes en dessous de 7. Alors voilà, pour l'instant Raw et SmackDown font un peu somme égale, parce que 8,1, 8,2 c'est un peu somme égale, même si c'est SmackDown qui pour moi largement passe devant niveau pay-per-view, mais aussi niveau scénaristique, etc. C'est pour moi totalement SmackDown qui passe devant. Et voilà, je fais une petite agrègue comme je l'ai dit. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo, ça me ferait super plaisir, de votre analyse de votre pay-per-view, de votre analyse de vos avis. Si vous êtes content que Roman Reigns soit champion, si vous êtes content que Kevin Owens soit resté champion, si vous êtes content que les New Day n'ont pas perdu leur titre, etc. Dites-moi aussi votre avis sur le premier match entre Brian Kendrick et DJ Perkins à Raw de Crazy Weight. Voilà, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup, et surtout à vous abonner. Je crois qu'on est à 65 abonnés, c'est énorme pour moi. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup d'abonnés en peu de temps et ça me fait vraiment plaisir. Il y a une vidéo, comme je dis, dans l'analyse de Backlash qui devrait sortir bientôt sur mes projets et sur pourquoi je vais avoir 100 abonnés, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Elle va sortir dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore, parce que je ne l'ai pas encore montée, mais ça va être rapide de remonter. Elle dure 10 ou 15 minutes, je crois, mais voilà. N'hésitez pas à laisser votre avis encore une fois dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Dédicace à vous, portez-vous bien, et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.